Bien, eh bien, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire de l'Association française d'agronomie en partenariat avec Agrinium. Et donc, on va laisser une minute pour l'accueil des uns et des autres, sachant que je vais commencer avant de laisser la parole à Antoine Messéan, le président de l'AFA qui va animer ce webinaire. Je voulais juste donner quelques informations sur l'usage, les possibilités d'interaction avec l'animation et l'intervenant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous avez deux possibilités d'interaction avec l'intervenant. D'une part, vous avez le bouton chat qui vous permet de pouvoir soit donner des informations, soit me poser des questions si vous avez des soucis d'ordre technique. Et puis, l'autre bouton le plus important, c'est le bouton questions-réponses. C'est celui qui permet, en fin de webinaire, d'échanger et de poser les questions à l'intervenant et pour lequel il vous répondra en direct. Voilà, donc ça, je vais le repréciser dans le chat dans quelques minutes et je laisse la parole à Antoine Messéan pour introduire ce webinaire. Bon webinaire à tous. Bien, bonjour à tous, donc je suis Antoine Messéan, je suis président de l'Association française d'agronomie. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une bonne année 2021 en espérant qu'elle nous permette de retrouver une vie un peu plus normale, mais aussi de tirer tous les enseignements de la pandémie qui ne fait que mettre en exergue des interrogations sur nos modèles économiques, en particulier les modèles agricoles, et nos modes de vie, et qui souligne par ailleurs l'urgence à les traiter. Merci à Philippe Prévost et à Agrinium pour accueillir ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du débat agronomique 2020 de l'Association française d'agronomie qui s'intitule « Comment promouvoir des pratiques vertueuses dans la réforme de la PAC ». Alors pourquoi ce thème? Le constat est que les politiques agricoles actuelles sont souvent fondées sur des engagements de moyens ou de pratiques. Par exemple, dans la PAC actuelle, l'obligation d'avoir 3 cultures sur une exploitation. Or, si certaines pratiques sont meilleures que d'autres, nous savons tous que l'impact environnemental, économique et social d'une mesure spécifique dépend beaucoup du contexte pédoclimatique, mais aussi du système de production dans lequel elle s'insère. Et donc, un enjeu majeur consiste donc à favoriser l'adoption de pratiques agronomiques adaptées au contexte local et choisies en fonction de leur impact réel, donc des résultats, et non uniquement en fonction de leur nature, les moyens. Toutefois, soutenir des mesures au cas par cas dans un cadre réglementaire en ayant une vision des impacts à différentes échelles est un défi que nous souhaitons, agronomes, relever en proposant des indicateurs qui soient à la fois représentatifs des impacts réels et suffisamment simples pour être intégrés dans des politiques publiques comme la PAC. Alors, ce débat était prévu en mars 2020. Il a été reporté en raison de la pandémie et transformé d'une part en 2 webinaires qui ont eu lieu en juin 2020, auxquels certains d'entre vous ont probablement assisté, et une série de 4 ateliers de réflexion sur les indicateurs agronomiques. Et nous avons structuré cette réflexion selon 4 échelles. Donc, un niveau national et européen, avec un webinaire qui aura lieu en février. L'échelle des territoires, l'échelle de l'exploitation et l'échelle de la parcelle. Et c'est le niveau parcelle que le webinaire d'aujourd'hui traite. Et sa motivation est la suivante. Comme je l'ai indiqué, la réforme de la PAC, enfin la PAC actuelle prévoit une mesure de diversification que la réforme prévoit de faire évoluer avec une mesure autour des rotations des cultures. C'est donc un progrès par rapport à la mesure actuelle qui se situe à l'échelle de l'exploitation agricole et qui pose un certain nombre de difficultés en termes d'impact. Mais comment la mettre en œuvre, cette nouvelle mesure? Une mesure uniforme de type 3 cultures dans chaque rotation serait très simple à décider et à contrôler, mais pas forcément efficace. Il existe en effet des successions de 3 cultures, déjà, qui sont loin d'être vertueuses. Inversement, dans certains cas, rompre des monocultures avec 2 cultures serait déjà un progrès. Par ailleurs, il existe des formes de diversification, association d'espèces, plusieurs cultures par an, qui rendent un indicateur
basé uniquement sur le nombre de cultures dans une rotation, plutôt inopérant. Voilà. C'est donc ce problème qu'aborde Christian Bockstaller et ses collègues dans le cadre du projet européen sur la diversification divers impacts et avec le soutien du GIS Grande Culture, en mettant au point un indicateur de diversité des systèmes de culture. Alors, Christian est chercheur à l'INRAE, à Colmar, et est un spécialiste des indicateurs et de l'analyse multicritère. Donc, Christian va nous présenter cet indicateur et pour environ 25 minutes, et ensuite, il y aura une demi-heure de questions-réponses qui seront donc animées par Philippe Prévost. Après ce webinaire, 2 ateliers pratiques permettront de rentrer dans le détail de cet indicateur pour ceux qui le souhaitent, discuter de sa validité en le confrontant à des situations pratiques que vous connaissez et pour lesquelles on a, si possible, des données sur les impacts réels, et analyser dans quelle mesure il est nécessaire et possible d'adapter cet indicateur à des situations pédoclimatiques différentes. Ces ateliers auront lieu le 28 janvier et le 5 février. Vous retrouverez ça sur le site de l'AFA. Et je passe tout de suite la parole à Christian Bockstaller pour sa présentation. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de ce séminaire de nous donner l'occasion de présenter ce travail. Et donc, je voudrais associer Olivier Kéchinger, qui est en fait la cheville ouvrière de ce travail, et les collègues du projet Divers Impact, Loïc Viguier, Guénaël Elou et Frédéric Angevin. Alors, je vais vous présenter donc cet indicateur que j'ai appelé indicateur diversité globale des cultures des rotations. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en introduction, la diversification est un levier clé de la durabilité des systèmes agricoles pour fournir des services écosystémiques. Alors, la diversité des cultures est à la fois spatiale, avec des associations de cultures, et temporelle, avec au niveau de la rotation. La question centrale qui nous a occupés, c'est comment aller, et Antoine l'a déjà évoqué, plus loin qu'un indicateur basé sur le nombre de cultures ou un indice de diversité de type Shannon. Et plus précisément, la question portait sur la manière comment évaluer la diversité des cultures et son rôle de support au service écosystémique. Alors, les principes guidant la conception. Premier principe, c'est que l'indicateur devait traiter des divers aspects de la diversité des cultures, à la fois la diversité fonctionnelle en relation avec les services écosystémiques, mais aussi taxonomique qui n'est pas à négliger. Ça peut être illustré par cet exemple d'une rotation très pratiquée aux États-Unis, la rotation maïs-soja, qui a bien fonctionné pour réguler notamment un ravageur qui était la chrysomèle du soja. Et au bout de 20 ans, on s'est aperçu que cette chrysomèle était devenue résistante à la rotation, c'est le terme utilisé par les auteurs. Et donc, ils ont dû allonger les rotations, augmenter la diversité des rotations pour lutter contre ce ravageur. Puis elle doit aussi englober les diversités temporelles et spatiales. Et on a décidé de le construire de manière hiérarchique, avec des sous-indicateurs non agrégés pour l'analyse et des indicateurs agrégés pour l'évaluation globale et la comparaison des systèmes. Et cet indicateur sera basé sur des données bibliographiques, des connaissances expertes, et en utilisant les données sur les cultures, rotation, association, configuration spatiale. Alors, la structure générale de l'indicateur, il est basé sur un premier sous-indicateur qui traite de la diversité fonctionnelle à l'échelle temporelle, l'indicateur de service écosystémique de la rotation, un deuxième indicateur qui traite de la diversité taxonomique au niveau temporel, c'est l'indicateur de la diversité des cultures de la rotation, et un troisième indicateur qui va traiter de la diversité spatiale. Et ces indicateurs vont être agrégés dans un indicateur de diversité globale des cultures. Alors, pour les 2 premiers indicateurs, on va utiliser les données sur justement les associations de cultures, les groupes de cultures, et toutes les données, les cultures et les cultures intermédiaires. Et pour le dernier indicateur, sous-indicateur diversité spatiale, on va s'intéresser aux cultures en bande, en fait. Tous ces indicateurs sous-indicateurs sont notés sur une échelle entre 0 faible et 1 élevé, donc une échelle de performance. L'indicateur de diversité globale
des cultures, lui, sera noté sur une échelle entre 0 et 10. Alors, passons maintenant à l'indicateur de service écosystémique de la rotation. Donc, il va en fait être basé sur le calcul, une évaluation du service fourni pour 12 services, 7 services pour l'agriculteur, régulation des adventices, des maladies et des ravageurs, la fourniture d'azote minéral, la pollinisation, la structuration du sol. J'aurais dû dire 6 services et un 10 services qui est le stockage de l'eau. L'effet est plutôt négatif. Et puis 5 services pour la société, la lixiviation des nitrates, l'érosion des sols, la séquestration du carbone, les habitats pour les espèces sauvages et la qualité du paysage. Et les sources principales déjà du travail pour le choix de ces indicateurs, c'est l'étude EFES, la revue de Palomo Campesino, le master de Baptiste Legrand dans le cadre de la thèse de Manon d'Arnouville dans notre unité, la thèse d'Olivier Kéchinger pour la question des habitats pour espèces sauvages. Alors, ces services écosystémiques individuellement sont notés aussi avec une note entre 0 faible et 1 élevé, sous forme, soit c'est une note directe, par exemple pour la valeur pollinisation des cultures, soit ça sera noté à partir d'une table de notation, par exemple pour la régulation des maladies, ou une sortie d'équation pour la lixiviation du nitrate. Et les notes, les paramètres des équations sont tirés soit directement de la bibliographie, comme ces facteurs, ou inspirés de la bibliographie, ou donnés par expertise pour la régulation des maladies. Alors, pour vous donner une vue d'ensemble du calcul de ces services, donc, pour la régulation des adventices, on va prendre en compte l'effet de la couverture du sol des cultures qui étouffent et des alternances des dates de semis. Pour les couples, l'indicateur sera calculé pour une résolution temporelle, un calcul de base pour le couple précédent culture. Pour la régulation des maladies, les facteurs sont la fréquence ou le temps de retour de la culture, l'effet précédent. Là, le calcul se fera de base au niveau de la rotation. Pour la régulation des ravageurs, ce sera l'effet précédent et le calcul de base se fera au niveau précédent culture. Pour la fourniture d'azote minéral, on va tenir compte de l'auto-approvisionnement des cultures. Si c'est des légumineuses, la fourniture par le précédent. De nouveau, on est sur le couple précédent culture. Pour la pollinisation, on est juste pour la culture avec un potentiel à la floraison. La structuration du sol sera basée sur la prise en compte de l'effet enracinement et des conditions de récolte au niveau de la rotation. Et pour le stockage en eau, on va estimer la consommation en eau et la période de consommation maximale en fait de la culture précédente. Pour la lixiviation du nitrate, pour les 5 services pour la société, on va tenir compte de la minéralisation de l'azote due aux résidus de récolte et au sol et de l'absorption de l'azote par la culture. Donc, pour le couple précédent culture, pour l'érosion des sols, oui, c'est le fameux C-facteur du modèle russe. Pour la séquestration du carbone, c'est encore pour la culture, l'apport potentiel de la culture en termes de carbone. Pour les habitats, pour les espèces sauvages, là, on va tenir compte de 3 facteurs, l'appétence, la protection qu'offre la culture et le temps de présence de la culture. Et pour la qualité du paysage, on a réussi à trouver une référence, travaux suisses, agroscope. On va tenir compte d'ouverture du paysage, l'esthétique à la floraison, de l'aspect de la culture et du temps de présence de la culture. Alors, pour agréger ces indicateurs de services écosystémiques, on a un sous-indicateur d'indicateur global et d'un indicateur qui agrège les différents services écosystémiques. On a développé une méthode d'agrégation qui va favoriser des rotations qui ont des résultats homogènes entre services et une méthode d'agrégation qui limite aussi la compensation en notes de services écosystémiques. C'est-à-dire que si on a 6 valeurs faibles et 6 valeurs élevées, on ne voudrait pas avoir une valeur moyenne, mais probablement plutôt une valeur un peu inférieure pour tenir compte des cas où il y a un problème. Alors, on a développé une formule pour les 12 indicateurs qui va partir de l'indicateur de service écosystémique moyen, on calcule la moyenne, et on y retire encore un facteur qui sera fonction de l'amplitude, donc le maximum et le minimum, multiplié par l'écart type, et un facteur de pondération.
Alors, pour illustrer ça par des résultats, avec 3 rotations que je vais utiliser durant tout l'exposé. Il y a la monoculture de maïs grain, je ne peux pas y échapper vu mon origine. Donc, on a la moyenne est de 0,31, mais vous voyez que pour la séquestration de carbone, c'est une culture en C4, on arrive à 0,8. Pour d'autres services, on est à 0, et puis l'écart type étant de 0,21, on arrive à une valeur de 0,22. On a quand même une assez forte diminution par rapport à la moyenne de l'indicateur final. Pour la rotation la plus pratiquée au niveau français, en tout cas en 2013, c'est en train de changer, la moyenne est de 0,52. Il y a là aussi une variabilité entre 0,87 et 0,07 pour la fourniture d'azote. L'écart type est de 0,13 et on arrive à un indicateur de 0,46. Pour une rotation plus complexe qui vient de la base de données de Loïc Villiers, avec du colza sous semis, il y a du seigle, l'avoine, du blé et pois de printemps avec gorge de printemps, on a une moyenne 0,67 et on arrive à un indicateur au final de 0,63. Voilà pour cet sous-indicateur, et on va passer à un indicateur de diversité des cultures de la rotation. Avec une diapositive, en fait, on va le baser sur l'indice de Simpson réciproque, qui est un indicateur plus pertinent que le très populaire indice de Shannon, d'après plusieurs articles. Et en fait, il exprime le nombre de cultures dominantes. On y a rajouté quelques spécificités de calcul. Si, pour les cultures intermédiaires, on va ajouter un poids, on va les pondérer avec un poids de 0,33. En cas d'association de cultures, on donne un poids en fonction de la proportion de la culture. Encore une fois, des exemples de calcul. Pour une monoculture de maïs, il y a une culture, donc on est à un indice de 1. Il est facile à comprendre et c'est là aussi une différence par rapport à l'indice de Shannon. Pour notre fameuse rotation colza d'hiver, mais temps d'hiver et orge d'hiver, on est à 3, il y a 3 cultures. Par contre, pour la rotation numéro 22, on a une valeur de 12,9. On passe maintenant à l'indicateur de diversité spatiale. Alors, on va transformer, la valeur des bandes de culture en une note, la largeur des bandes de culture en une note entre 0 et 1. Donc, si on est à une très très faible largeur de 1, donc de 1 mètre, on va, ou 5 mètres, je crois que c'est 5 mètres, on aura une très bonne note. Si on a une largeur de bande de 250 mètres, on est à 0. C'est un choix de calibrage avec une fonction logarithmique. Et puis, donc, si on arrive donc à la fonction de diversité globale des cultures, donc avec l'agrégation, on va agréger ces différents sous-indicateurs avec une méthode qui est basée sur la méthode, avec des arbres de décision flous, basée sur la méthode Contra. Donc là, en fait, on va donc prendre des arbres de décision et la logique floue permet de travailler de manière continue. Donc avec des sous-ensembles flous, donc si on a une note avec une note, soit un ensemble, un CAF défavorable ou favorable, et tous les donc qui correspond à 0, favorable à 1. Et puis après, on va utiliser des fonctions d'appartenance pour calculer, traiter de tous les cas intermédiaires. Là, on va prendre des fonctions linéaires. On va aussi rentrer dans cette méthode une pondération pour les services écosystémiques de 40, de 40%, pour la diversité des cultures 40%, et on donnera moins de poids à la diversité spatiale. Puis la méthode propose une sortie basée sur cette pondération, ce paramétrage qui est la deuxième colonne du tableau de droite. Et puis on peut faire des corrections, soit en valeur absolue, en valeur relative, pour arriver à un indicateur global. Alors vous voyez que la colonne grise est vide pour l'instant parce qu'on est encore en train de discuter sur les règles de décision et corrections qu'on va apporter.
Alors, quelques résultats maintenant avec l'indicateur de service écosystémique de la rotation. Donc, on l'a calculé pour un ensemble de rotations typiques, j'en ai cité deux, des rotations donc, du projet Divers Impact, et, donc, qui inclut aussi les fermes de Cypre et d'autres rotations. Et on les a exprimées là en fonction de la longueur de rotation. Vous voyez qu'on a un jeu quand même intéressant. On a des rotations entre une culture et une monoculture jusqu'à 10 rotations, une rotation de 10 années. Et on voit qu'entre 1 et 5 cultures, pour une durée de 1 et 5 années plutôt, on a une variabilité de l'indicateur de service de rotation qui est assez importante. Par contre, à partir d'une rotation de 6 années, là, on a comme un tassement de la variabilité. C'est comme si on ne pouvait plus augmenter finalement la valeur de l'indicateur, probablement par un jeu de compensation, qui va encore être illustré par la suite. Et on retrouve des résultats assez similaires si on prend l'indicateur de diversité, la diversité des cultures dans la rotation. On a le même type de figure. Alors, maintenant, quelques résultats du projet Divers Impact du Work Package 3 dirigé par Genaël Elou, donc avec là un certain nombre de rotations, donc il y a 8 sites expérimentaux, je crois, ou 7 qui ont été mis sur ce graphique, donc avec plusieurs rotations par plateforme. Et là, on a exprimé la valeur de l'indicateur de service écosystémique des systèmes diversifiés par rapport au système de référence. Et toutes les valeurs au-dessus de la bisectrice veulent dire qu'on a une fourniture de services écosystémiques supérieure dans le cas des systèmes diversifiés. Et globalement, c'est ce qu'on voit ici, avec pour un certain nombre des valeurs relativement proches du système diversifié, pour d'autres des valeurs supérieures. Notamment, vous voyez les points rouges, là on a des valeurs de 0,8 pour le système diversifié, alors que pour le système de référence, on est à 0,2. Alors, si on rentre dans le détail maintenant de ces résultats par service écosystémique, là on en a montré 3, un peu emblématiques. On voit à gauche, pour la fourniture d'azote minéral, finalement, quasiment tous les services, tous les systèmes diversifiés fournissent plus d'azote que le système de référence. Donc, alors que pour la régulation du bioagresseur, et notamment pour le contrôle des maladies, la majorité des systèmes diversifiés régulent moins bien les maladies. Et pour la régulation des adventices, on est dans un cas intermédiaire. Il y a un certain nombre, une majorité de systèmes qui sont très proches du système de référence. Et l'explication qu'on peut apporter, c'est que finalement, pour diversifier ces systèmes, les acteurs, les expérimentateurs des plateformes ont introduit pas mal de légumineuses, qui se traduit effectivement par une meilleure fourniture d'azote. Mais en augmentant la fréquence des légumineuses dans la rotation, mais on diminue le potentiel de régulation des maladies. En d'autres termes, on augmente le risque de maladie. Voilà, donc on a là un antagonisme entre services. Et puis en discussion, en conclusion, on a donc présenté un indicateur traitant de la diversité globale, utilisant finalement très peu de données. On a besoin juste de la rotation dans ses détails, avec le détail sur les associations de cultures. J'aurais pu ajouter aussi des cultures intermédiaires, et puis la largeur des bandes de culture. C'est un indicateur qui peut s'utiliser à 2 niveaux, non agrégé, avec travailler sur le détail des services écosystémiques, mais aussi qui offre la possibilité de comparer les systèmes avec des valeurs agrégées, avec un calcul de différents services écosystémiques. Et en fait, la rotation est une composante
qui permet d'évaluer les services écosystémiques potentiels fournis par un système agricole. C'est une des composantes. Dans la thèse de Manon Dardonly, dans notre équipe, elle a développé une méthode qui prend en compte tout, qui évalue un service potentiel lié à différentes composantes de la configuration spatio-temporelle des cultures, qui tient compte aussi, qui va aussi évaluer un service réel en fonction des pratiques. Par exemple, on peut avoir un potentiel, mais si on utilise beaucoup de produits phytosanitaires, ce potentiel va être diminué. Et puis, évalue même si l'agriculteur l'utilise ou pas en fonction de ses règles de décision. Et puis, il a déjà été testé sur une large gamme de rotations. Alors, en perspective, on compte mener les analyses de sensibilité et surtout aussi comparer notamment les indicateurs de base évaluant les services écosystémiques avec des mesures de terrain disponibles, notamment dans le World Package 3 conduit par Guénaël, le projet d'Hiver Impact. Et puis, sur ce, je crois qu'il me reste à vous remercier pour votre attention. Alors, j'ai été sûrement un peu plus court que prévu. J'ai passé une diapositive où j'entrais vraiment dans le détail du calcul de deux services écosystémiques. Merci pour votre attention. Merci, merci Christian. Donc, peut-être Antoine, tu peux revenir également. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, il commence à y avoir quelques questions. Alors, d'abord, peut-être une question un peu de compréhension par rapport aux mesures des services écosystémiques. Donc, une question d'Agnès Lelièvre. Bonjour. Du coup, les mesures des SE des graphiques à comparer les valeurs des indicateurs et d'autres moyens de calcul des services écosystémiques. Donc, sur les graphiques, on n'a pas comparé, on a calculé et on a l'indicateur agrégé des services écosystémiques et on l'a comparé à deux descripteurs basiques des rotations, hein, la durée de la rotation ou la diversité des cultures uniquement. Et puis dans le deuxième, on a comparé l'indicateur pour des systèmes diversifiés par rapport au système de référence de l'expérimentation. Ok, alors il y avait une autre question de Juliette. Pour le poids, les poids qui ont été donnés lors de l'agrégation, comment vous avez décidé de ces différents poids? Alors, pour l'indicateur, je peux revenir hein, sur le premier niveau d'agrégation, c'est celui-ci. On a les indicateurs de base par service. On les a agrégés avec cette fonction pondu et dans cette fonction, vous voyez finalement qu'il n'y a pas on n'a pas mis de poids aux différents services. On part de la moyenne et on soustrait un facteur, un terme qui résulte du produit entre l'amplitude et l'écart type. Il n'y a pas de poids pour les différents services, ils sont mis au même poids. Et pour l'indicateur final, là, on va donner un peu plus de poids aux deux indicateurs de diversité temporelle. Ils sont quand même, sachant que l'indicateur de diversité spatiale, il est là pour prendre en compte le strip cropping, hein, la culture en bande, qui est encore une pratique de diversification très, très innovante, très peu pratiquée, stade expérimental. Alors peut-être toujours pour entrer en gardant ton diaporama à l'écran, une question de Aude. Pour mieux comprendre, serait-il possible d'avoir un exemple de calcul de l'indicateur de service écosystémique sur une rotation donnée? C'est-à-dire comme on a un peu de temps, est-ce que tu peux entrer dans un exemple concret pour la façon de calculer l'indicateur? Alors, je n'ai pas forcément toutes les… Alors, il faut que je sorte parce qu'il y a une diapo masquée là derrière. Voilà. Ouais, ben voilà, c'est celle que tu avais cachée et finalement, il faut qu'elle revienne. Voilà, donc deux exemples. L'indicateur de structuration du sol, où on va noter la diversité des types d'enracinement
et qu'on va multiplier par l'effet des conditions de récolte, donc conditions défavorables. Donc, pour la diversité des types d'enracinement, on est égal à 1 si la fréquence est égale pour le type de culture, de type d'enracinement est égal pour les types pivots fasciculés mixtes dans la rotation, et 0,33 si on a un seul type d'enracinement sur la rotation. Et puis, donc là, pour le colza d'hiver et blé orge hiver, je ne sais plus pourquoi on a mis un. Voilà, j'ai déjà des soucis de calcul. C'est assez favorable, mais et pour le maïs grain, c'est 0,6, on a un seul type, mais je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai un petit, et voilà, il y a une petite, un changement de décimal qui ne s'est pas fait. En tout cas, quoi qu'il arrive, la monoculture de maïs grain a une note de 0,14 au final. Ah oui, non, excusez-moi. C'est les conditions de récolte. Donc, les conditions de récolte, oui, c'est 1 pour le colza et les céréales d'hiver qui sont récoltées au mois de juillet. Il y a très peu il peut y avoir des risques de tassement, mais quand même très faibles. Et 0,6 pour le maïs grain, parce qu'on le récolte quand même à l'automne où souvent on a des conditions humides. Donc, le 0,6, c'est pas 0, on multiplie les deux. Hein. Et donc, pour le maïs grain, on sera à 0,30 fois 0,6, ça doit être pas loin de 0,14. Il doit y avoir un facteur, encore quelque chose qui a changé. Colza blé orge, on est à 0,57. On a 2 systèmes ici, donc on doit être à 0,66. Mais il y a encore une petite nuance qui m'échappe là. Pour la rotation numéro 22, là, on est à 0,8. On a vraiment une plus grande diversité de systèmes d'enracinement, des conditions quand même relativement favorables de culture. On n'a pas de culture d'ailleurs récoltée à l'automne. Ça, c'est pour le premier exemple. Au deuxième, c'est l'indicateur de lixiviation de nitrate. On va donner une note de minéralisation culture et une note d'absorption. Note de minéralisation à la culture précédente et une note d'absorption à la culture en cours. Pour la note de minéralisation de la culture précédente, il y aura une sous-note de minéralisation des résidus et une note liée à la minéralisation du sol après la date de récolte de la culture. Plus que la culture est récoltée tôt, moins elle va absorber la minéralisation du sol qui peut être disponible pour la lixiviation. Donc, pour colza d'hiver, la note de minéralisation de résidus, il y a un peu de minéralisation, c'est un peu d'azote dans ces résidus. C'est de 1, c'est très défavorable parce que le colza est récolté très tôt. Pour les céréales d'hiver, c'est plutôt favorable en termes de minéralisation du résidu, il y a trop de carbone, mais défavorable aussi parce qu'elles sont récoltées tôt. Pour le maïs, les résidus sont comme pour les résidus de céréales de la paille, hein, c'est favorable. Pour les résidus, pour la minéralisation du sol, il y a quand même le maïs arrête d'absorber au mois d'août, donc il y a encore la minéralisation qui se fait après. Pour l'absorption, pour le colza d'hiver, c'est quand même sa force, il peut absorber pas mal d'azote avant l'hiver. Par contre, les céréales en absorbent beaucoup moins, et pour le maïs grain, il n'y a pas d'absorption en hiver, donc il y a un risque de lixiviation. Et puis là, on arrive à un calcul avec une culture monoculture de maïs grain de 0,50, de colza blé orge de 0,55. Oui, il y a quand même peu d'absorption avant l'hiver, des cultures récoltées tôt. La rotation numéro 22, 0,83, vous voyez qu'il y a des cultures intermédiaires, des sous-semis, donc on obtient un résultat bien meilleur. Voilà. Ok, donc du coup, il y a un petit complément encore de la part de la demande d'Agnès par rapport à l'indicateur structuration du sol, sur la diversité d'enracinement. Est-ce qu'elle est calculée pour chaque campagne ou pour toute la rotation? C'est pour la rotation, là. C'est le grain de calcul était la rotation, je l'avais cité dans le tableau, oui, tout à fait.
Ok. Alors maintenant, peut-être il y a deux questions là de Anne-Sophie et de Christophe autour de l'indicateur de diversité spatiale. Donc Anne-Sophie dit, est-ce que la taille des parcelles pourrait être intégrée dans l'indicateur de diversité spatiale? Et Christophe, avez-vous réfléchi à un indicateur de diversité spatiale de proximité, à proximité de la rotation étudiée, en particulier la présence de haies, la diversité du paysage, etc. Donc, pour la première, bon, les deux questions posent en fait la question du changement de niveau d'organisation spatiale, l'échelle spatiale. Si on s'intéresse vraiment à la taille de la parcelle, c'est bien pour voir les effets au niveau supérieur, et c'est un facteur vraiment pertinent. Hein. Des travaux récents, collègues de l'INAFOR dans le projet Farmland ont montré que la taille de la parcelle joue. Nous, on est au niveau parcellaire, donc elle joue indirectement finalement par cet éloignement entre les bandes de culture. La large, finalement, à partir de la taille de la parcelle, pour obtenir cette variable d'entrée, suppose que c'est un carré et puis on prend le carré si on n'a pas d'informations cartographiques hein, sur la configuration plus précise des parcelles. Donc, si on a 4 hectares, ben, ça sera, ou 1 hectare, ça sera 100 mètres, par exemple. Et pour le deuxième, comme dit, là, on change vraiment de niveau d'organisation si on devait prendre d'autres variables, comme effectivement les habitats semi-naturels, et on rentre là dans une approche de modélisation plus poussée, qui certainement c'est pertinent, il faudrait le faire, et l'indicateur actuel deviendrait une des composantes de ce nouvel indicateur plus élaboré. Alors, une question complémentaire de Nicolas, toujours sur le même sujet. L'indicateur intègre-t-il les spécificités des prairies temporaires et leurs vertus agri-environnementales? Tout à fait. Par rapport aux résultats que je vous avais montré avant sur la lixiviation du nitrate, par contre, je vais parler plus d'un service dans ce cas-là. Vous avez vu que pour la monoculture de maïs, on était à 0,50. Mais si on intègre des prairies temporaires avec des retournements, là, l'indicateur peut descendre un peu plus. Par contre, on intègre aussi tous les effets positifs des prairies sur la régulation des adventices, des prairies temporaires et ainsi de suite, naturellement. Ok, donc là, maintenant, on passe à des questions qui ont plus trait à l'usage aux usages potentiels et réels de cet indicateur. Christine qui demande quel est le niveau d'opérationnalité de enfin l'état d'opérationnalité de cet indicateur. Est-ce que il y a un domaine de validité particulière pour l'instant? Et puis il y avait une question aussi oui, de Stéphane qui disait est-ce que tous ces indicateurs ont été validés en confrontant les résultats à l'expertise des expérimentateurs, car certains résultats semblent en effet étonnants. Très bon contrôle des ravageurs en retention colza, CBO, colza, blé, orge, c'est ça? Oui. Oui, il y a sûrement encore. C'est d'ailleurs l'objet de l'atelier qui va être organisé la prochaine fois, c'est de confronter plus précisément les calculs de rotation à des avis d'experts. Donc, vous êtes la bienvenue, Stéphane sera la bienvenue pour effectivement pour affiner et peut-être recalibrer, identifier encore certains problèmes de calcul. Donc ça c'est, alors pour la confrontation aux mesures expérimentales, c'est prévu dans le cadre du projet d'hiver impact. On est en train de mettre en place cette action. Il faut quand même attendre encore d'arriver plutôt à la fin du projet pour que le Work Package 3 puisse avoir collecté un certain nombre de résultats sur plusieurs années pour pouvoir faire ce travail de confrontation.
Alors, je ne sais pas si vous avez l'espoir ou le rêve que votre indicateur devienne l'indicateur de base de l'évaluation de la mise en œuvre de la PAC. En tout cas, il y a Hervé qui pose une question sur comment pourrait être enseignée l'information, notamment pour ce qui concerne la rotation. Est-ce que ça serait une autodéclaration des agriculteurs? En cas de mise en œuvre de la PAC, comment ça pourrait être utilisé cet indicateur? Ouais, donc là, on est sur les questions d'opérationnalité. J'ai oublié de dire aussi, et j'aurais pu le dire même dans l'exposé, pour l'instant, on a un calculateur Excel qui fonctionne, hein, donc il faut juste rentrer les cultures. Alors ça, c'est pour des travaux d'agronomes testant, voulant calculer l'indicateur au niveau de rotation, pouvant faire des simulations. Maintenant, concernant la PAC, finalement, avec le RPG et le RPG Explorer, on a accès aux rotations. Et à partir de là, l'indicateur pourrait se calculer très rapidement. D'ailleurs, une des composantes va être intégrée dans un prototype de justement calcul d'indicateurs dans le contexte de la PAC. C'est un travail que je mène en parallèle dans le cadre du projet H2020 NIBA. Et on va utiliser et on va associer donc les données déclaratives des agriculteurs dans le RPG, plus des données de télédétection pour calculer le niveau d'absorption, un niveau d'absorption d'azote par les cultures intermédiaires qui, elles, sont mal déclarées par les agriculteurs. Et c'est peut-être là où on va avoir un souci pour accéder à la nature des cultures intermédiaires. C'est peut-être là qu'on a vraiment le plus grand souci actuel. Pour l'azote, on reste assez dans le quantitatif. Pour la régulation des bioagresseurs, il nous faudrait connaître la nature des cultures. Mais bon, les gens de la télédétection nous promettent pas mal de choses pour l'avenir. Ça, je renvoie à un exposé que j'ai fait au SIAG, dernier SIAG, le 16 décembre. Merci. Alors, on continue à prendre de la hauteur et après, on redescendra sur les aspects plus techniques. Une question de Aude qui s'intéresse à l'utilisation de cet indicateur dans les pays du Sud, donc, enfin dans les pays en tout cas hors situation tempérée. Donc, comment pourrait-on l'adapter éventuellement dans le cas des adventices et dans des pays où la saison des cultures est réduite à 6 mois correspondant à la saison des pluies? Cette alternance de semis n'existe pas dans le domaine pluvial car les cultures sont toutes semées sur la même période. Y a-t-il d'autres indicateurs en discussion pour ces aspects de régulation? Est-ce que tu discutes avec tes collègues du CIRAD? Pour l'instant, non, mais s'il y a des collègues du CIRAD dans l'Assemblée, je n'ai pas la liste des noms. Je pense que Aude en fait partie. Aude Ripoche. C'est très, oui, d'accord. C'est très clair que ce travail mérite d'être adapté aux pays du Sud. Et effectivement, je suis désolé pour mes compétences limitées à la zone tempérée, mais je travaille déjà sur un indicateur azote bien plus élaboré avec les collègues du CIRAD. Effectivement, ça change beaucoup de choses. Oui, et précise Aude, je pensais hors CIRAD. Mais savoir s'il y avait d'autres indicateurs dans ces aspects régulation d'adventices. Mais bon, personnellement, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, donc je ne peux pas répondre, mais certainement, en tout cas, il y a des choses à faire. Alors, il y a ensuite une question, on revient plus sur les aspects plus techniques, une question de Francesco concernant l'intérêt apporté au climat. Le climat est-il tenu en compte pour les services écosystémiques? Et les poids des sous-indicateurs peuvent-ils changer avec le contexte régional, climatique, pédologique? Ça, c'est une très bonne question qu'a à cœur Antoine et qui est très pertinente. En fait, ce que je vous ai présenté là, j'aurais pu le dire en conclusion, c'est un tiers 1. En termes de calcul, si on reprend la terminologie d'IPCC, et le deuxième niveau d'élaboration de calcul, un tiers 2, c'est justement, et ce sera l'objet du deuxième atelier qui fera suite à ce séminaire, ça sera de voir comment on peut intégrer des facteurs correctifs pour tenir compte du contexte pédoclimatique.
Bon, dans le cas de l'indicateur de stockage d'eau, on a fait des calculs pour 3 zones climatiques françaises déjà. Là, on a essayé de voir s'il y a de la variabilité. C'est à ma connaissance le seul cas, mais il faudra effectivement tenir compte de ces contextes climatiques, pédologiques. Ok, alors il y a une autre question de Marc qui porte sur les risques sanitaires pour l'aliment. Est-ce que l'indicateur intègre les risques sanitaires pour l'aliment? Exemple des fusariotoxines dans la succession maïs-sorgho, par exemple, ou l'ergot. Voilà une proposition encore d'enrichir cet indicateur, et c'est possible, la méthode d'agrégation après, hein, on peut passer une moyenne de 12 à 13. Donc pour l'instant, ce 10 services n'existe pas. Mais c'est voilà, une des possibilités, et c'est toujours dans la recherche bien vu qu'on ait encore d'autres des perspectives d'enrichissement. On n'a pas fait le tour de la question encore. Alors, il y avait une question de Natacha, mais il y a eu en fait une proposition de réponse d'une de tes collègues du projet, Natacha, qui pose la question: le résultat concernant un risque augmenté en termes de régulation des maladies peut être considéré comme non attendu? Non, car on pouvait faire l'hypothèse que les cycles des bioagresseurs soient davantage interrompus par des rotations plus diversifiées. Quelle hypothèse du rôle des légumineuses selon toi, pour lequel c'était Gwenaël qui a apporté une première réponse. Elle dit: c'est sans doute la réduction du délai de retour avec des légumineuses insérées de façon importante en culture principale associée dans les couverts. Ah oui, attention, quand on est au niveau de l'estimation des services écosystémiques, on n'est pas sur la diversité taxonomique, on est sur une diversité fonctionnelle, et Gwenaël a raison. Là, on considère des groupes d'espèces qui ont une même sensibilité, qui sont comment dire, porteurs sensibles aux mêmes parasites. Et donc, pour certaines maladies, l'ensemble des légumineuses sont sensibles à la maladie et vont la propager. Donc, très clairement, même si c'est des légumineuses différentes, on augmente le risque. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Alors peut-être Antoine, est-ce que tu as, ou Jérôme, est-ce que vous avez une question? Parce qu'il me semble, pendant ce temps-là, si quelqu'un d'autre, on a encore 5-6 minutes, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais deux interrogations. Est-ce que ce serait possible de redétailler la compilation des 3 sous-indicateurs? J'ai à peu près compris pour les sous-indicateurs de services écosystémiques, mais quand on agrège les 3 avec la méthode floue, j'ai pas bien compris. Et d'autre part, quand on envisage, donc une deuxième question qui n'a rien à voir, quand on envisage de passer à une échelle mosaïque de parcelles, et petite échelle de paysage, est-ce que ça ne mériterait pas d'avoir un travail pour chaque service écosystémique au niveau géographique, parce que ce n'est pas forcément, sauf erreur de ma part, les mêmes échelles. Si on parle maladie ou lixiviation, c'est peut-être d'une part bassin versant et d'autre part continuité écologique. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un travail presque à refaire à chaque échelle, chaque service écosystémique? Certainement, là, je peux que confirmer, Jérôme, que dès qu'on change de niveau d'échelle, de niveau d'organisation spatiale, il faut commencer effectivement par service ou par impact pour voir les processus en jeu et déjà voir quel est le niveau d'organisation supérieur qui soit pertinent. Et effectivement, ce n'est pas forcément le même en fonction des services. Tout ce qui est qualité de l'eau, ça sera un bassin versant. Pour tout ce qui est stockage de carbone pour le changement climatique, là, il n'y a pas de limite puisque c'est un impact global. Et pour d'autres, ça peut être effectivement le paysage, la zone paysagère dans un rayon en fonction des déplacements, des bioagresseurs, des zones d'influence. Donc, tout à fait juste, super, il y a du travail, donc je peux
question très intéressante pour aller plus loin. Donc là, on avait une approche opérationnelle pour un premier niveau, mais merci. Et alors, la première question, c'était sur l'indicateur global, mais je suis resté aussi volontairement un peu, je n'ai pas voulu vous amener sur le terrain de la logique floue, mais pour expliquer finalement dans la méthode contrat en paramètres les variables d'entrée, on leur définit un niveau, l'intervalle de valeur ou la valeur qui correspond au sous-ensemble défavorable, hein, dans nos indicateurs, sous-indicateurs qui sont notés entre 0 et 1. 0 correspondra au sous-ensemble au niveau défavorable et 1 au niveau favorable. Et en fait, pour la logique floue, et j'aurais dû le dire, entre 0 et 1, on est dans la zone floue intermédiaire. Et pour traiter ce passage de l'intervalle défavorable à l'intervalle favorable, on va calculer des valeurs d'appartenance avec une fonction. On peut choisir dans le contrat, vous pouvez mettre une fonction linéaire, trapézoïdale, triangulaire, sinusoïdale, fonction de l'expertise. Quand on ne sait pas trop, on peut commencer avec une fonction linéaire. Et puis, il faut définir le poids aussi de chaque variable d'entrée. Là, nous avons décidé de donner le même poids au service écosystémique et à la diversité fonctionnelle, diversité taxonomique, mais en donnant plus de poids à ces deux composantes temporelles par rapport à la composante spatiale. C'est des choix, hein. Important, c'est transparent. Et après, à partir, la méthode vous propose cet arbre de décision, hein, on a 3 variables, donc il vous propose tous les cas. Donc, et ça, je dirais que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans un outil qui s'appelle Nexi, mais qui, lui, va travailler uniquement en qualitatif. Et puis, l'indicateur, les sorties automatisées de la méthode contrat, mais seront sur une échelle standard entre 0 et 100, puis calibrées, puisque notre indicateur est entre 0 et 10. Et vous voyez là qu'on a des valeurs correspondant à ces pondérations. Et puis après, il est possible de corriger, parce qu'on, par exemple, on ne veut pas de compensation. Ben voilà, si les services, l'indicateur service écosystémique est défavorable, là, je voudrais être un peu plus sévère. Donc, on pourrait mettre -2 et le résultat final serait de 4. Mais on le fait de manière transparente. C'est dans là, je vous ai donné des sorties de l'outil contrat. Mais ça, c'est encore en cours de discussion. On va y travailler prochainement. Merci. Alors, je me suis permis. Ah, pardon, Christian. Oui, cette partie-là est quand même la partie, je dirais, pour utiliser l'indicateur de manière agrégée, pour vraiment comparer globalement toute la diversité. Il y a déjà un premier niveau d'utilisation, c'est d'utiliser l'indicateur service écosystémique, hein, comme on l'a vu dans les exemples. Voilà. Oui, je disais que je donnais la parole à Antoine, mais avant, j'ai donné la parole à Gwenaëlle et Lou. Donc maintenant, comme elle est passée en intervenante, comme elle avait levé la main, j'ai cru qu'elle voulait intervenir. Du coup, elle ne peut plus intervenir dans les questions-réponses. Donc, si elle veut s'exprimer, elle a le droit maintenant, hein, puisqu'elle est passée en intervenante. Il suffit qu'elle mette son micro. Antoine, tu voulais poser une question. Après, j'avais une dernière question, une ou deux questions de Christine. Antoine? Oui, j'avais deux remarques et une question qu'on a déjà évoquée avec Christian, mais j'aimerais bien qu'il l'évoque. Les deux remarques, c'est qu'on voit bien que c'est un travail en cours et qu'on peut améliorer et qu'il faut l'améliorer. Toutefois, je rappelle ce que j'ai dit en introduction, à l'arrivée, il faut que ça reste simple. Le challenge qu'on a, c'est d'être à la fois représentatif des impacts réels et d'avoir un caractère opérationnel pour éventuellement mettre ça dans des politiques publiques. Ça, on va rester sur cette ligne-là, donc rester simple. Ayant dit ça, la deuxième remarque, c'est que comment progresser, ça a été dit, dans quelle mesure on voit bien les questions, évoquer la question des pondérations, la question de l'adaptation au contexte pédoclimatique. Alors ça, c'est l'objet justement des ateliers, la confrontation à des données,
Mais on voit bien qu'il y a énormément de paramètres et qu'on n'aura pas forcément les jeux de données, d'où l'importance aussi de mettre en débat avec les experts et de revenir. Ça, c'est l'objet des ateliers. Voilà, donc, pour aussi faire un peu de teasing, vous pourrez vous inscrire. Je pense que Jérôme diffusera l'information. Enfin, déjà, les dates sont déjà indiquées, mais le processus d'inscription pour ceux qui veulent réellement apporter leur contribution à cet indicateur. La question, c'est, Christian la connaît déjà, sur l'un des graphiques, on voit, enfin, il semble qu'il y ait une certaine redondance entre les deux premiers piliers, donc le service écosystémique et la diversité, quand on compare sur les données des expérimentations. Donc, du coup, est-ce que vous avez regardé la valeur ajoutée du deuxième indicateur par rapport au premier? Ou est-ce que c'est simplement un effet lié à l'échantillonnage qui est utilisé, c'est-à-dire à la combinatoire qui est testé, enfin qui est expérimenté dans le projet d'Hiver Impact? Ben, je crois que si on donc la question porte sur le graphique là de droite, hein, puisqu'on a l'indicateur de service écosystémique et la composante diversité taxonomique. Il y a une certaine relation, n'empêche que pour cette gamme de variations, on voit quand même une variation des services importante. Et comme je disais, ben oui, on peut avoir finalement un indicateur de service écosystémique là de 0,50, il sera 55, mais on a quasiment, je crois, que 2 cultures. Ce n'est pas la même chose qu'un indicateur de service écosystémique de même niveau, mais avec 4-5 cultures. Non, mais la question plus précisément, c'est est-ce que là, on a l'impression que les nuages de points sont identiques. Ouais. Est-ce que vous regardez point par point? Est-ce qu'il y a une décorrélation entre les deux indicateurs? Si on prend cette gamme-là, oui. On voit ici, entre les. Et je dirais entre 2 et 5 cultures, là, ça semble être diversité de 0,2. Mais c'est pas c'est l'indicateur normalisé. On aurait dû l'exprimer en valeur brute pour mieux comprendre. Et c'est important, c'est la gamme où il y a le plus la plus réaliste, la plus pratiquée. Ici, on est dans les systèmes innovants. Et finalement, si on voit l'ensemble, et surtout avec des points de monoculture, qui d'ailleurs, d'après la réglementation, n'existent plus, hein, ne peuvent plus être pratiqués sur dérogation, je me dis que la corrélation, elle n'est pas si élevée que ça. Ok, alors c'est bon Antoine, donc il y avait on n'a plus que 2 minutes, donc peut-être pour conclure, bon d'abord il y a des offres de services hein, de Marc Delos pour travailler sur la question sanitaire de l'aliment, de Natacha qui veut bien, de Aude pardon, Ripoche qui propose de collaborer à une adaptation pour les Suds. Et puis, donc, il y avait une question de Christine Leclerc. Bon, en termes de public, je suppose que c'est dans les prévisions. Et en revanche, quand il n'y a pas de mesure ou d'observation de terrain, les calculs sont identiques pour l'évaluation ex post et ex ante. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, il n'est pas prévu qu'on introduise des mesures de terrain dans le calcul d'indicateur. Les mesures de terrain servent à valider, voire à calibrer l'indicateur. Ok, et pour terminer, Nicolas, qui au dernier moment te pose une question philosophique, Nicolas Munier-Julien. Si l'ambition est de piloter la diversification vers des systèmes agricoles plus respectueux de l'environnement au bénéfice de la société, est-il pertinent d'inclure des services pour l'agriculteur, comme l'effet sur la structure du sol, qui tendent à lisser les différences et donc à moins discriminer des rotations du point de vue environnemental? Donc là, vous avez 4 heures pour répondre. Nicolas a posé une question et nous donne une piste intéressante pour l'analyse de sensibilité. C'est bien, là, l'intérêt, c'est de voir le poids de ces différents composants dans le résultat. Et après, on peut aussi envisager
de décomposer, il est tout à fait possible de travailler juste sur les indicateurs pour la société. C'est une question intéressante, là, l'effet de la prise en compte des indicateurs pour l'agriculteur, pour la société. Ouais, c'est une question très, très intéressante. Merci, Nicolas. Merci à tous. Antoine, tu veux dire un mot ou je conclue au nom de l'AFA et d'Agrium? Donc, vous avez compris, il y a 3 dates à venir. Donc, vous regardez sur le site de l'AFA et puis vous suivez les mails et les réseaux sociaux de l'AFA et d'Agrium et vous aurez les informations pour les prochains ateliers de manière à continuer à co-construire ensemble. En tout cas, un grand merci à tous les participants aux questions. Merci à Christian pour ce travail. Et puis voilà, à très bientôt. Et donc la prochaine fois, c'est le 22 janvier, c'est ça, hein? Voilà. Et le 5 février après, et ensuite le 12 février. À bientôt. Bon après-midi.